Je suis une fille, donc j'ai le droit de trouver les filles sympas. Absolument. Voilà. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. Merci pour cette belle entrée en matière. Madame la députée, de Caluire et Cuire, une grosse circonscription de combien d'habitants? Val-de-Saône et Mont-d'Or. Et une partie de la Zergue, ça fait à peu près 120 000 habitants. Très grande circonscription, détenue, en fait. voilà, mais celle-ci était détenue par le président des Républicains, les Républicains du Rhône, qui était Monsieur Cochet, que vous avez battu et qui est le maire de Caluire. C'est pas un peu ennuyeux dans le travail, non? Ça se passe bien maintenant? Il est toujours président des Républicains. Oui. Comme vous disiez, il était. Oui, ça se passe très bien. Je suis en train de voir tous les maires de ma circonscription. J'ai commencé. Je trouvais que c'était très important de commencer par les élus parce que c'est eux qui connaissent le territoire, qui ont une véritable conscience des différentes problématiques liées à leur territoire. Le territoire est quand même assez diverses, comme je disais, qu'il s'agisse du Val-de-Saône, que des Monts-d'Or ou d'une partie de la Zergue, et effectivement Caluire, qui est la ville principale de la circonscription. Donc voilà, je vais être amenée à le rencontrer prochainement. Alors, une surprise pour lui comme pour vous, au fond, oui. Parce que vous n'exerciez pas de mandat national, c'est la première fois, comme Absolument. Beaucoup de vos collègues dans le Rhône. Oui. Mais vous n'êtes pas une novice, puisque vous êtes adjointe dans une commune de votre circonscription à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Alors j'étais, oui. Vous étiez adjointe, voilà. Vous occupiez de quoi? J'avais comme délégation tout ce qui touche à la vie associative, aux événements, aux différentes manifestations sur la commune. Voilà, que les gens soient bien dans la commune, et c'est vrai que justement toute la partie associative dans nos petits villages est très importante. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et voilà, pour l'avoir vécu moi-même en tant qu'adjointe à la vie associative pendant 3 ans, je connais bien les tenants et les aboutissants et tout ce qu'il y a à faire dans ce domaine-là, et surtout la richesse de ces associations, et sans tous les bénévoles qui s'en occupent vraiment de manière merveilleuse. Voilà, donc j'aimerais pouvoir faire quelque chose dans ce domaine-là. Vous avez le temps, vous avez 5 ans. Dites-moi, le cumul des mandats, vous êtes pour, vous êtes contre? Donc de fait, comme je dis, oui, effectivement, je ne suis plus adjointe. En revanche, j'ai souhaité rester conseillère municipale parce que je pense que c'est quand même très important d'avoir un ancrage local. Vous avez reçu d'ailleurs ici, il y a quelques temps, Philippe Cochet, oui. Qui disait la même chose, et je le rejoins complètement sur ce sujet-là. Je crois qu'il a vraiment raison. Avoir un mandat national sans avoir connaissance du fonctionnement des collectivités, ça me semble très très compliqué. On peut pas faire, on peut pas mettre de côté les maires et tout ce qu'ils font. Les maires, c'est quand même le premier élu vers lequel se retournent les Français. C'est pas pour rien que ce sont les seules personnes politiques qui sont appréciées des Français, parce qu'ils sont là vraiment, connaissent le territoire, leur territoire, leurs administrés. Donc je pense qu'effectivement, il y avait sûrement quelque chose à faire sur le cumul des mandats, parce qu'on ne peut pas cumuler trop. Mais revanche, quand même, il faut garder un pied dans le territoire. Ah, c'est certain. Donc, moi, je suis très contente d'avoir eu cette expérience d'adjointe, et j'ai tenu à garder effectivement un pied dans ma commune en tant que conseillère municipale, parce qu'on ne peut pas faire une politique nationale déconnectée du territoire. Alors, c'est certain, mais d'autres disent, ceux qui sont à fond pour le vrai cumul des mandats, disent qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est si on donnait plus de moyens aux députés, par exemple, dans leur circonscription pour travailler, que ce soit des moyens humains ou des moyens donc financiers, des équipes comme aux États-Unis, ils sauraient ce qui se passe sur leur territoire, et ils seraient obligés de toute façon de travailler avec les maires, les adjoints, les présidents. Bon, vous êtes dans une circonscription qui appartient entre guillemets à la métropole, donc d'accord, vous nous expliquerez ça, avec le président de la métropole et tous ses vice-présidents. Est-ce que ce serait possible de faire une vraie petite entreprise législative pour chacun? On a quand même pas mal de moyens, ouais. Et sur ce sujet-là en particulier, à savoir le lien avec les élus locaux, je pense qu'une équipe certes peut le faire, mais qu'il faut que ce soit le député qui directement aille à la rencontre des élus, et puis appréhende le territoire et le fonctionnement des collectivités, qui est quand même un fonctionnement très particulier, et j'avoue que mes collègues députés qui n'ont jamais eu un contact direct avec vous les sentez un peu loin?
Oui, et j'avoue que je ne sais pas comment ils font. Enfin, alors, parce que d'une part, effectivement, j'ai eu mon mandat d'adjointe pendant 3 ans et j'ai travaillé pendant 10 ans pour l'Association des maires ruraux de France. Donc le fonctionnement propre des collectivités, des communes en Vous le connaissez particulier, bien. je le connais bien et c'est quand même quelque chose de particulier. Les maires ont des attentes spécifiques, ils ont raison, il faut être à même de savoir les écouter, de savoir ce qu'il y a derrière. Vous n'êtes pas une novice ni un député fantôme. Alors j'ai vu ça l'autre jour et je me suis dit, on attaque les femmes souvent très facilement. Donc on voit bien là, dans ce que vous nous racontez, que vous êtes bien sur le terrain. Oui, et d'ailleurs, bien sûr. vous avez une permanence, vous avez... Tout à fait. alors dites à nos auditeurs où est-ce qu'on peut aller vous rencontrer sur le terrain. Alors j'ai une permanence qui est à Neuville-sur-Saône. Il y a quelques petits travaux d'aménagement à faire. Mais voilà, vous avez besoin de peintres. J'ai tout ce qu'il faut, merci. Elle doit s'ouvrir très rapidement, 13 avenue Burdeau, et puis on me contacte aussi très facilement. J'ai un Facebook, j'ai un Twitter où il y a toutes les coordonnées, un numéro de téléphone. Voilà. Et j'ai vu très, très joliment que vous proposiez de venir visiter l'Assemblée nationale en prenant rendez-vous 15 jours ou un mois avant. Absolument. Avec votre cabinet. Tout à fait, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement qu'on ne peut imaginer. J'ai eu l'occasion déjà de recevoir à l'Assemblée un certain nombre d'habitants de la circonscription. Et je trouve que c'est très important pour ceux qui souhaitent découvrir cette institution qui est quand même... qui représente la France, la République. Ce n'est pas si compliqué. Ma collaboratrice à Paris fait ça très très bien, donc n'hésitez pas. Alors les places sont naturellement limitées, mais à chaque fois on fait vraiment du mieux qu'on peut. Alors on dit Madame la députée ou Madame le député? Alors moi j'ai un fait pour Madame le député. Je suis pas une féministe dans l'âme, même si évidemment je considère que les femmes, il n'y a pas de distinction à avoir, mais c'est très personnel. J'aime bien Madame le député, donc nous on dira Madame le député Blandine Brocard. Alors Madame le député Blandine Brocard, donc Caluire, c'est un peu le phare pour nos auditeurs. Le travail à l'Assemblée nationale, c'est maintenant et tout le temps. Oui. Vous vous êtes beaucoup engagé sur la loi santé, oui. Qui a été votée dernièrement. Oui, mardi dernier. Qui a été votée en première lecture. Et donc, en fait, cette loi qui est une loi qui pose quelques petits problèmes, dites-vous, de confiance sur les vaccins. Quel est votre sentiment propre? Je sais que vous appartenez à un groupe, les Républicains en marche, qu'on doit s'obliger à un vote qui doit être, à moins que vous nous disiez le contraire, qui doit être en confiance pour ce que propose le gouvernement. Tout à fait. Mais on peut aussi présenter des amendements qui permettent de diminuer la portée de la loi dans un sens ou dans un autre. Expliquez-nous, Blandine Brocard. Diminuer la portée de la loi dans un sens ou dans un autre, c'est pas comme ça que j'ai porté mes amendements. C'était plus pour offrir un éclairage un petit peu différent. Vous disiez effectivement que appartenant à la majorité, naturellement, je porte et je pousse tous les projets qui sortent du gouvernement. Vous les soutenez, vous votez pour. Naturellement, d'autant plus que c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc pendant 1 an, le candidat à la présidentielle a fait campagne sur ça. Nous-mêmes, en tant que candidat du président de la République... Vous l'avez repris sur le territoire. Exactement. Donc c'est tout à fait normal que d'un point de vue loyauté, et c'était connu, on s'engageait vis-à-vis de nos électeurs sur un certain nombre de points. Donc après, quand on a à les voter, on les vote. Voilà, aucun souci. Alors sur la dossier de la vaccination en particulier, ça ne faisait justement pas partie du programme d'Emmanuel Macron. Il était question de prévention en matière de santé, ce qui est vraiment un domaine très très large. Le passage aux 11 vaccins obligatoires dès le 1er janvier 2018, il n'en a jamais été question. Et c'est vrai que de fait, quand Madame Agnès Buzyn en a parlé... la ministre de la Santé. Des solidarités de la santé en a parlé en juin de cette année. Je me suis interrogé, mais j'allais dire comme tout un chacun, c'est-à-dire pourquoi 11, pourquoi si vite. Et le fait, l'agenda législatif de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale
dans lequel se trouve cette vaccination obligatoire à partir du 1er janvier 2018 est très contraint, restreint. Donc on n'a pas eu le temps nécessaire sur un sujet aussi sensible qui concerne la santé des Français. Pour débattre. Voilà, et la santé des enfants, pour débattre de manière tout à fait sereine et posée, pour avoir, parce que sur cette thématique qui n'est pas récente, on a les pro-vaccinations obligatoires et les anti. Et ils sont incapables de se parler, ce qui est très regrettable, encore une fois, sur un sujet aussi délicat. Donc voilà, moi je demandais juste qu'un débat serein puisse avoir le temps de se mettre en place. Et alors Et alors, Ils n'ont pas voulu de votre amendement? Non. Je ne sais pas, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Non, pas dans l'embarras, parce que j'ai défendu ça, voilà, très, très simplement. Tant en commission, donc en amont, que dans l'hémicycle. J'ai oublié de dire que vous êtes à la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Donc c'est une commission où on parle de ça, justement. Exactement, c'est la commission vraiment qui planchait sur donc ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc voilà, mes collègues savaient tout à fait mon positionnement, qui encore une fois n'était pas du tout un positionnement contre la vaccination et ni même contre la vaccination obligatoire, mais on entend plein de choses à ce sujet. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous proposez ça parce que c'est intéressant aussi de voir la méthode. Vous êtes une jeune femme, vous m'avez dit hors antenne, on peut le dire, vous avez 3 enfants. Tout à fait, absolument, 3 jeunes enfants. 3 jeunes enfants, donc vous êtes complètement dedans, dans oui. cette vie-là de la vaccination et des maladies infantiles. Donc vous présentez cette idée d'un élargissement d'une décision un peu moins... d'une décision plus débattue avant de la prendre, moins précipitée, et en disant, d'ailleurs je vous ai entendu le dire, et il faut le dire parce que des auditeurs le savent, il y a des risques pour ceux qui sont contre la vaccination d'aluminium dans les vaccins. On entend de tout, c'est bien le problème. Beaucoup de médecins sont contre, beaucoup de médecins sont pour, et nous, c'est-à-dire le commun des mortels, alors Madame la députée, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça fait cette histoire? Vous avez posé cette demande qui a été rejetée, tout simplement. Donc voilà, après il y a l'examen dans le parcours législatif traditionnel au Sénat. Bien sûr. Ça doit revenir en seconde lecture à l'Assemblée, et puis de toute manière après il y a aussi le passage devant le Conseil constitutionnel qui est le dernier. Est-ce que vous avez avec vous justement, parce que c'est intéressant de voir le processus de vote de quelque chose comme ça. Vous êtes aujourd'hui, vous avez parlé pour défendre cet amendement et sans doute d'autres, mais est-ce que vous êtes soutenu par d'autres députés, par des sénateurs, par des gens, justement nous parlions du territoire, des maires de votre circonscription qui vous soutiennent? Comment ça se passe? Oui, alors parce que c'est intéressant sur un sujet... on va dire... qui concerne tout le monde, qui concerne vraiment tous les Français, voient vraiment les implications. Et effectivement... Vous êtes dedans, là. Oui, j'ai été contactée par beaucoup de parents, par beaucoup de grands-parents aussi, qui sont préoccupés, qui ne comprennent pas vraiment cette histoire de précipitation, tout simplement. Et puis, naturellement, il y a aussi des médecins, des scientifiques qui disent vous avez raison. Pas de s'opposer à la vaccination. Encore une fois, il y a très peu d'anti-vaccins. C'est pas du tout ça. C'est écoutons tout le monde. Et parmi les parlementaires, oui, il y en a certains qui se posent des questions. Donc suite au prochain épisode, c'est ça? Absolument. Bon, Blandine Brocard, on regardera ça avec beaucoup d'attention. Je voudrais aussi vous poser une question. Quand vous faisiez campagne, vous avez beaucoup parlé de désert culturel et de commerce de proximité. Absolument. Alors, le désert culturel... Désert culturel, j'ai pas dû employer un terme aussi fort. Non, mais vous proposiez d'ouvrir, vous aviez dans cette tête de chapitre l'idée d'ouvrir les bibliothèques un peu plus souvent et régulièrement, notamment le week-end, et peut-être un peu plus le soir. On voit tout de suite la maman qui dit on travaille, voilà, et on n'a pas toujours le temps d'aller chercher des bouquins pour nos enfants, dont on dit que les coefficients intellectuels baissent de plus en plus. Ah ça, j'avais pas entendu. Il y a des études scientifiques absolument hallucinantes. D'accord, oui, après on peut rejoindre avec plein de choses. Oui, et là encore, je vais faire le lien, comme
comme on a commencé cette interview par mon implication au sein de la commune de Saint-Germain-Mont-d'Or, Ouais. j'avais aussi en charge la bibliothèque, tout simplement.